ودنوغال المس ازيريا ثقارا دونك يوكل تعطي الغارة كذا كلا مدير مسلايت اول السرير الماس السليم قطوشي. الزلف اللون à vrai dire, Madame Bilek ne m'a pas laissé beaucoup de choses à dire. J'étais sûr qu'elle va dresser un tableau assez complet sur l'enseignement de Mazir. Donc, je vais essayer de parler de mon expérience d'enseignant de Temazir dans les Aurès, parce que j'étais parmi les premiers, parmi les enseignants formateurs de Temazir dans la région. J'étais également membre même d'une commission ministérielle sur l'enseignement de Temazir durant les premières années de l'enseignement de Temazir. Bon, pour ne pas répéter ce qu'a dit Madame Bilek, qui est à remercier parce que je trouve qu'elle a fait, qu'elle a brossé un tableau assez complet de la situation. D'abord, c'est avec un plaisir que je me retrouve ici parmi vous, en Kabylie, cette région qui a été toujours à l'avant-garde du combat identitaire. Ma communication, bien sûr, va porter sur l'expérience de l'enseignement Temazir dans les Aurès, mais je voudrais m'attarder sur un point. C'est faire la description surtout du contexte spatial. Vous parlez un peu de ma région pour mieux évaluer cette expérience. Le bilan, est-ce qu'il est positif? Est-ce qu'il est négatif? Est-ce qu'il est mitigé? D'accord? Et de par ma spécialité d'enseignant universitaire, spécialité didactique, on dit que aujourd'hui la communication, c'est quand on communique, c'est pas pour transmettre un savoir ou bien une information. Ce qui est intéressant quand on communique, c'est pour vous inviter à réfléchir avec moi, pousser le public à réfléchir. Donc ma communication s'inscrit dans ce sens. Vous inviter à réfléchir avec moi. Et pour réfléchir, il faut poser des questionnements. Le premier questionnement. Vous savez tous que rien ne nous a été donné, rien ne nous a été offert. Il ne faut pas croire à certaines déclarations. Tout a été arraché en matière de Temazir. C'est grâce au mouvement berbère, il y a 6 militants que Temazir aujourd'hui est reconnu. Mais en même temps, c'est grâce aussi à cette région, à la Kabylie, il faut le dire. La Kabylie a été toujours à l'avant-garde de cette revendication. Le premier questionnement qui se pose, et vous avez certainement posé ce questionnement, pourquoi c'est toujours la Kabylie? Pourquoi c'est la Kabylie qui a supporté un peu ce combat identitaire, comparativement aux autres zones berbérophones? Il y a même des gens, il faut dire la vérité, qui en veulent un peu aux autres régions berbérophones, dont la mienne, surtout les Aurès, qui est considérée comme une zone berbérophone aussi importante que la Kabylie. Parce que la prise de conscience identitaire dans ma région a traîné. Pourquoi? D'abord, la question qui se pose, est-ce que l'Aurès ou bien le pays Chaoui est réellement une région berbérophone aussi importante que la Kabylie? Ça, c'est une question. D'emblée, je dis non. Parce que vous devez vraiment connaître la réalité de la région des Aurès et du pays Chaoui. Non. Non, parce que si je reviens, par exemple, aux statistiques données par Selem Chaker dans son article qu'il a écrit conjointement avec Saïd Domen, sous le titre « La Kabylie et la question berbère, tension cyclique et inachèvement », que dit Selem Chaker? Il dit que seule la Kabylie est considérée comme une zone importante de berbériphonie, puisqu'elle détient à elle seule 2 tiers des locuteurs berbérophones algériens. Le 1 tiers qui reste, c'est à répartir entre les autres zones berbérophones. C'est-à-dire, si nous estimons qu'il y a 10 millions de locuteurs berbérophones en Algérie, 2 tiers seraient kabyles, entre 6 à 7 millions. Le reste, c'est à partager entre Ishaouin, Imzabin, Ishinouin, les berbérophones de la classe méridien, les berbérophones de Tlemcen, Tougourt, Boussemoun, etc. Donc, à combien
va-t-on estimer les berbérophones au pays chaoui? Avec 1 million, avec 1,5 million. Donc je pense qu'il est exagéré un peu de comparer un peu entre les deux régions. D'accord? C'est vrai que le pays chaoui, de par sa superficie, c'est une région immense, mais réellement dans la réalité, est-ce que le pays chaoui est fait uniquement de berbérophones ou bien de chaouiphones, si on peut dire? Non. Le pays chaoui, de point de vue linguistique, n'est pas aussi homogène que la Kabylie. Il y a au pays chaoui des zones, des villages et des territoires arabophones. Seul peut-être la wilaya de Tadjia qui est à 100% berbérophone. Les autres, vous entendez? Les autres zones, vous avez des régions, vous avez même des villages, vous avez même au fin fond, je dis bien au fin fond des Aurès, au pied de la montagne de Chéria, des villages arabophones. Il y a des villes qui sont partagées entre les deux communautés. Donc le bloc chaoui, linguistiquement parlant, est complètement disloqué. Au risque de vous étonner, voire même de vous choquer, je cite quelques personnalités que vous devez certainement connaître. Je cite. Vous connaissez Hakim Saada. Si vous ne connaissez pas Hakim Saada, vous devez certainement connaître Rabah Saada, l'entraîneur de l'équipe nationale. Ah oui. Rida Malek. Ces trois personnalités sont natives de Batna. Vous connaissez Rachid Boujidra. Vous connaissez Mohamed Eid Al-Khalifa. Et dernièrement, M. Mouagal, le fameux linguiste, qui sont nés à Ain Beda. Certainement, vous devez connaître Ben Mehidi, qui est né à Ain Mlina. Le fameux ministre, la madame, le ministre le plus capé, Ben Bouzid, qui est natif de Moulbouaki. Figurez-vous que toutes ces personnalités ne sont pas chaouifas. Ils sont nés au pays chaoui, ils ne sont pas chaoui. Ils sont pas chaouifas. C'est des arabophones. Rida Malik, Rabah Saadan, Ben Mehidi, même Belqasem Ben Zdira Jamal. Belqasem, le premier berbérisant qui a travaillé sur Tamazirt. On dit qu'il a des origines kabyles, d'autres disent qu'il a des origines chaoui. Mais parce que derrière moi, je suis en train de faire une enquête sur Belqasem Ben Zdira pour lui consacrer une contribution dans la presse. Belqasem Ben Zdira, l'enseignant de Saïd Boulifa, n'était pas berbérophone, il était arabophone, il était de Biskra. Et arrêtons de s'approprier un peu sa descendance. D'accord? Donc vous voyez un peu que le pays chaoui, linguistiquement parlant, est complètement disloqué. Pourquoi je vous dis ça? Bon, c'est vrai, on dit qu'il ne faut pas réduire la mazérité à la langue. La mazérité, c'est pas uniquement la langue, c'est une culture, c'est une histoire, c'est un patrimoine. C'est vrai. Mais il faut reconnaître une chose, que c'est le particularisme linguistique qui est le facteur essentiel de la prise identitaire. Tu parles arabe, ta langue est reconnue et valorisée. Moi, je parle berbère, ma langue n'est pas reconnue, n'est pas valorisée. C'est pourquoi c'est comme ça qu'est née un peu la prise identitaire. Donc, le pays chaoui, linguistiquement parlant, n'est pas assez homogène, même sur le plan du relief géographique. Il y a un homme politique et un des grands animateurs du mouvement berbère qui a écrit un livre dont il a comparé les Aurès à la Kabylie, et j'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même de point de vue relief géographique, l'Aurès n'est pas homogène. C'est pas comme en Kabylie. Tous les Kabyles connaissent Azmour, par exemple. Azmour, pratiquement. Les Hadimour Tishaouin, non. Les Nishaouin Tzdeit, Sahran Tnezrof, les Nishaouin Wudrar, les Nishaouin Iktachen, si Thaba, c'est les dates, comme moi d'ailleurs. Moi, je n'ai rien à voir avec Azmour, ni avec Yerden, ni avec Himzi.
Moi, je viens elle connaît déjà mon village. Elle est venue son... Donc, il y a Ishawinik Taïchin Sihomzin Terden, Dirden, l'Anishawinik Taïchin Sukzumur, l'Anishawinik Taïchin. C'est pas la même chose. Il n'y a pas une homogénéité, même là. Donc, il n'y a pas une homogénéité linguistique, il n'y a pas une homogénéité. Donc, est-ce qu'on peut parler d'une communauté? Je ne sais pas. Parce que parler d'une communauté, cela suppose, communauté, ça vient du commun, donc partager beaucoup de choses à la fois, la religion, etc. Donc, le deuxième questionnement que je me pose, pourquoi? Pourquoi le pays chaoui est complètement disloqué? Pourquoi? Je pense qu'il y a un certain nombre de facteurs. Facteurs géographiques, facteurs politiques, facteurs historiques. Il y a beaucoup de facteurs. Donc, étant donné que je suis un peu pris par le temps, je vais revenir directement, je vais parler un peu de mon expérience. Donc, pourquoi le pays chaoui est complètement disloqué? Il y a beaucoup de facteurs. Le facteur historique, politique, géographique, d'accord, le rôle un peu de certaines associations politiques et culturelles, le rôle un peu des autorités coloniales, parce que ce sont eux qui ont commencé à arabiser le pays chaoui. On parle aujourd'hui, tout à l'heure, de l'amazirisation de l'environnement. C'est la France qui a commencé, par exemple, l'arabisation en Algérie, notamment dans les Aurès. Il y avait une arabisation massive des lieux, des toponymes dans les Aurès. C'était la France, d'accord? Il y a le rôle, par exemple, de certaines organisations politiques et culturelles, comme l'association Jmaït l'Ulama, qui avait une conception, moi je trouve qu'elle avait une conception tranquille de l'identité nationale, et elle était très active à l'est du pays. D'ailleurs, la plupart de ses leaders étaient de l'est, la plupart, d'accord. Toute cette introduction, je voulais détailler un peu les différents facteurs, le facteur politique, géographique, mais du moment que je suis pris par le temps, toute cette longue introduction, c'est pour vous donner une idée sur une région qui a subi toutes sortes de violences et toutes sortes de déculturation au fil des siècles. Vous, la Kabylie, c'est pas comme l'Aurès. La Kabylie, même sur le plan géographique, tout à l'heure. L'Aurès, c'est un pays qui est situé à l'intérieur du pays. Donc, il est exposé à tous les problèmes. Il y a par exemple, parce que j'ai remarqué qu'il y a des étudiants ici, le rôle un peu des grandes voies urbaines, parce que les étudiants, ils peuvent même traiter ce sujet dans le cadre d'un travail universitaire. Les grandes voies urbaines qui traversent l'Aurès, le pays chaoui, d'est à l'ouest et du nord au sud. On peut même traiter de ce sujet dans le cadre de la sociolinguistique urbaine. Le rôle des grandes routes nationales, bon, c'est vrai, une route nationale, c'est pour désenclaver un pays, mais comme on dit en français, à quelque chose, malheur est bon. Mais par analogie, je dirais à quelque chose, bonheur est mauvais. Parce que ces routes nationales qui ont désenclavé la région, ils ont accéléré l'arabisation de la région. La région de Chelroum el-Eid, la région de Oued el-Athmaniya, il y a beaucoup de régions qui se trouvent sur les routes nationales sont complètement arabisées. Par exemple, vous, la Kabylie, non. Vous avez la chance, tout simplement, d'être un peu au nord. Vous avez au nord la mer. Donc de ce côté-là, vous n'avez rien à craindre. Les poissons ne sont pas ils sont inoffensifs. Nous, non. D'accord? Bon, je reviens maintenant à l'expression d'enseignement de Tamazight, qui a débuté, comme l'a dit madame, 95-96. Et l'introduction de cette langue, comme elle l'a dit d'ailleurs, elle a été faite, je crois, dans la précipitation. On a effectué un stage de 20 jours à Ben Aknoun. Est-ce qu'il a été suffisant? Je pose toujours des questions, je n'apporte pas de réponse, parce que je vous laisse réfléchir. J'essaie de vous inviter à réfléchir avec moi. Avions-nous le choix à l'époque? Est-ce qu'on avait le choix? C'est-à-dire prendre du temps et se préparer bien avant de lancer cette opération. Je crois que non, parce que l'enjeu à l'époque, comme l'a dit madame, mais elle l'a dit d'une manière implicite, moi je vais essayer de... L'enjeu était beaucoup plus politique. Il y avait une échéance électorale, novembre 95,
L'Algérie devait organiser des élections présidentielles décisives. Il y avait la peur de voir la Kabylie, cette région belle et rebelle qui est toujours réfractaire au pouvoir. Il y avait cette appréhension que la Kabylie boycotte ces élections. Donc il fallait faire tout pour satisfaire un peu cette région, d'où l'introduction un peu précipitée de Tamazight dans l'enseignement. Au départ, comme l'a dit madame, il y avait 16 wilayas, dont 4. Biskra, Khanchla, Batna et Biskra. Au départ, il y avait une stratégie arrêtée par le HCA en coordination avec le ministère. 4 étapes. Pré-expérimentation, on commence par une pré-expérimentation, expérimentation, puis on passe à l'application, ensuite, enfin, à la généralisation. Mais il faut dire que cette stratégie a échoué, parce que de 16 wilayas, normalement, on devait aller de l'avant. On est revenu à 11 wilayas. Même après 2002, madame. Parce que 2002, Tamazight a été consacré en langue nationale. Déjà, je pense que c'est un article suffisant pour aller de l'avant. C'est dire tout simplement que... Est-ce qu'il y a vraiment une volonté politique sincère pour réussir un peu l'enseignement de Tamazight? En 95-96, madame, ils ont pris la décision d'enseigner Tamazight sous forme de classe pilote. Et qu'est-ce qu'ils ont choisi? Ils ont choisi... Ils ont choisi les classes examen. Classe examen. 9e année et terminale. Pour faire de l'expérimentation. Qui a pris cette décision? Je ne sais pas. Mais vraiment, c'est une décision suicidaire. Oui, parce que j'étais sur le terrain. Nous, les enseignants, on était livrés à nous-mêmes. D'accord? On était livrés. D'ailleurs, moi, personnellement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pourquoi j'ai fait cette introduction? Pour dire que le pays chaoui est complètement disloqué. C'est rare de trouver une classe formée d'un seul niveau. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai travaillé au chef-lieu de Biskra. J'avais en face de moi 3 niveaux. Des apprenants berbérophones, des apprenants arabophones et des apprenants qui comprenaient le chaoui mais qui ne la parlaient pas. Donc, imaginez l'hétérogénéité de ce public. Qu'est-ce que je dois utiliser? Quel type de didactique je dois utiliser? La didactique de, comme l'a dit Zidane, Tamazight langue seconde, ou bien la didactique des langues maternelles. Autre problème, manque de support. Tachawit, elle en souffre. Il n'y a pas beaucoup d'ouvrages sur Tachawit, comparativement au kabyle. Donc on passait notre temps à enseigner le soir, à enseigner la journée et à traduire le soir. Déjà, est-ce que traduire, donc déjà traduire, c'est pas donné à tout le monde, il faut vraiment une formation. L'apôtre, madame, on a introduit Tamazight. On a introduit Tamazight. Mais il n'y avait pas l'apport. Normalement, on devait revoir un peu les programmes des disciplines, des autres disciplines qui pouvaient apporter un apport transversal à Tamazight. L'enseignement de l'histoire, des lettres arabes, la musique, dans une classe, il y a le prof là d'éducation artistique qui voulait me narguer et qui demandait à ses élèves de chanter. Il répétait ça à forte voix pour me narguer. D'accord? Donc il fallait, je crois, il fallait introduire une nouvelle langue dans le système, mais l'aider, la consolider avec un apport transversal des autres disciplines, l'histoire, etc. etc. Certains profs, comme je l'ai dit, certaines administrations faisaient tout pour dissuader les élèves à apprendre. Et est-ce qu'on a réfléchi, voilà, comme l'a dit tout à l'heure, est-ce qu'on a réfléchi sur les poids des représentations sociales, tout ce qui est attitude, conviction, dogme, chez beaucoup d'Algériens, notamment chez les Algériens arabophones qui ont des représentations négatives vis-à-vis de Tamazight.
Tamazight est perçu chez beaucoup d'Algériens, malheureusement, et ce n'est pas de leur faute, ce sont que des victimes d'un système. Tamazight Techna. Techna Ta'araf. Tamazight, elle est perçue comme un facteur de division. Ah oui, vous allez, mais ailleurs oui, ailleurs oui. Tamazight, pour certains même, elle est contraire à l'islam. Figurez-vous. Donc il faut, je pense que toute institution aujourd'hui chargée de promouvoir Tamazight, il faut qu'elle prenne en compte ces représentations sociales négatives. C'est vrai, c'est difficile de changer les mentalités, mais c'est possible de faire évoluer les représentations. C'est possible. Comment? Revoir les programmes, mettre la contribution un peu l'audiovisuel, faire beaucoup de choses. Je reviens tout à l'heure à la question de madame concernant Batna. C'est vrai que Batna, on a commencé avec Batna Biska Khanchla. Entre 2001 et 2005, il y avait l'extinction de l'enseignement de Tamazight. Batna, elle revient en force. Elle dépasse Oum el-Bouaqi, elle dépasse Khanchla. C'était pas innocent, madame. C'était pas innocent, madame. C'était pas innocent. Moi, j'étais membre aux premières années de l'enseignement, j'étais membre de la commission ministérielle. On m'a écarté en toute douceur parce que j'étais intransigeant sur la question de la graphie. À Batna, cette reprise, c'était tout simplement d'imposer, surtout 2005, 2006, 2007. On fait appel à des gens qui n'ont rien à voir avec l'enseignement des langues. Je pèse bien mes mots, d'accord? On les a désignés comme responsables, ils ont tout fait pour imposer un peu la graphie arabe. C'était ça, l'enjeu. Voilà, je vous remercie beaucoup si vous avez des questions. Comment réussir Tamazight? C'est une question, c'est vrai. Moi je pense qu'il faut qu'il y ait un grand travail sur les représentants. De par mon expérience, de par mon vécu, moi j'ai toujours vécu dans un milieu plurilingue. Les représentations, faire évoluer les représentations, changer, essayer de changer le regard négatif porté à Tamazight est très important. Est-ce ça? L'une des entreprises économiques, c'est une entreprise économique. Quelqu'un qui va lancer une entreprise économique, il consacre 40% du capital, 40, imaginez, 40% uniquement pour la publicité. Aujourd'hui, on doit accorder beaucoup d'efforts et beaucoup de moyens pour faire évoluer les représentations. Et il y a une stratégie. Il y a une stratégie. Par exemple, pourquoi ne pas donner beaucoup d'importance à Tamazight dans les grandes villes, notamment la capitale? Croyez-moi, si on avait réussi Tamazight dans la capitale, parce que la capitale, ça a un statut, ça a un prestige, elle est le carrefour où tous les Algériens se rencontrent. Imaginez que dans toute la capitale algérienne, toutes les enseignes, tous les panneaux, c'est Tamazight. Ça va changer un peu les représentations, je pense. C'est un point. Le deuxième point, concernant les enseignants, on dit en didactique, l'enseignement est centré sur l'apprenant. C'est l'enseignant qui est au service de Tamazight. Ce n'est pas l'apprenant qui est au service de l'enseignant. Et ça, c'est très important. Donc, chers enseignants, chers futurs enseignants, si vous êtes appelés à enseigner à Gherdaya, vous devez enseigner en Stomzart. Si vous êtes appelé à enseigner l'Ithmouti Chaouyin, vous êtes appelé à enseigner Chaouit. C'est très important. Vous avez déjà un module, Qarnas, les variantes. Donc vous devez accorder, vous devez enseigner en fonction des besoins des apprenants. Ça, c'est une recommandation didactique et scientifique. Voilà.